Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maëva Ramsaï, chef de projet Content Marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amaury Motte, ostéopathe, qui nous parlera de son métier et de son quotidien. Bonjour Amaury. Bonjour Maëva, bonjour à tous. Alors, avant d'aborder votre quotidien d'ostéopathe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'ostéopathie ? Bien sûr. Alors l'ostéopathie, c'est une approche thérapeutique qui naît à la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui arrive en France un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est qu'elle naît aux États-Unis, mais elle est beaucoup plus développée en France aujourd'hui qu'aux États-Unis. Il y a eu un vrai essor à la fin du 20e siècle surtout. Et en fait, l'ostéopathie, elle naît d'un médecin, en fait, d'un chirurgien pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Ok. Donc, qui a remarqué, lui, il faisait beaucoup de dissections, il était sur le terrain, médecin militaire. Et en fait, c'est né à ce moment-là, et ça, lui a trouvé beaucoup de limites en fait à ce qu'il faisait, et donc il a cherché de nouveaux concepts, il a développé de nouveaux concepts et mis au point en fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'ostéopathie. Et en fait ça repose sur différentes choses. Aujourd'hui on l'a défini, on parle de 3 piliers en fait qui permettent de définir ce qu'est l'ostéopathie. À la fois le concept de globalité, le concept d'interrelation en fait entre la structure et la fonction, et le troisième c'est l'homéostasie. Donc pour tout vous dire, pour vous expliquer un petit peu ce que sont ces différents facteurs, si je commence par la globalité, en fait, en ostéopathie, on va chercher à mettre le patient dans une histoire, le recontextualiser en fait dans son histoire. Donc ça, on parle de globalité temporelle en fait. Il vient un jour, à l'instant T, et l'idée, ça va être de le remettre dans sa chronologie. Donc essayer de reconnaître son passé, donc par ses antécédents médicaux, etc. Et essayer de projeter notre patient dans le futur. Okay. Donc ça, c'est de la globalité temporelle. Après, on peut parler de la globalité d'un point de vue un petit peu plus anatomique. Donc par exemple, ça va être lié, je sais pas, les pieds à la tête. En fait, les différents systèmes entre eux, le système musculaire avec le système vasculaire, etc. Donc cette notion d'unité, en fait. C'est un peu le principe aristotélicien de se dire que le tout, en fait, est plus grand que la somme des parties. Et donc c'est vraiment dans cette dynamique-là en fait que l'ostéopathie s'est développée. Je parlais aussi de l'interrelation donc de la structure et de la fonction. Qu'est-ce que la structure, qu'est-ce que la fonction ? La structure, ça va être un peu l'anatomie, et la fonction, ça va être la physiologie, donc le fonctionnement un peu de nos organes. Et donc l'idée en ostéopathie, c'est qu'on vient essayer de lier les deux, et vraiment de travailler sur l'ensemble. Une troisième chose, je parlais d'homéostasie, donc le troisième concept. L'homéostasie, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour prendre un exemple simple, c'est, si on prend l'exemple de la cicatrisation. La cicatrisation, qu'est-ce qui se passe dans notre corps lors de la cicatrisation ? C'est nos tissus qui viennent réparer par eux-mêmes une blessure. Et en fait, l'homéostasie, c'est ça, c'est notre corps qui rétablit en fait ces lésions par lui-même. Et donc l'idée en ostéopathie, c'est de travailler avec ça, et donc d'accompagner. Et en fait, l'homéostasie, c'est arrivé un peu plus tard, c'est un concept donc qui est français, hein, il me semble c'est Auguste Comte, donc au 19e, et en fait ça a été repris, encore une fois aux États-Unis, par Cannon, donc c'est moitié du 20e, et donc lui pose le terme d'homéostasie, le terme naît à ce moment-là, et c'est vraiment la définition, un peu lui il le définit comme la tendance à l'uniformité ou à la stabilité de l'organisme. Et donc c'est vraiment cette recherche de cohérence, d'harmonie en fait. Ouais, dans le corps. Et... tout simplement. Ok. Et donc, est-ce que là, de ce que vous m'avez expliqué, il y a une différence avec la kinésithérapie ? Alors, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs. Oui, souvent la petite... Ouais, bien sûr. Alors bien sûr, il y a des distinctions, mais il y a beaucoup de similitudes. Les distinctions en soi, aujourd'hui, elles sont d'ordre un peu structurel, je dirais. Dans l'organisation du système de santé en France, le kinésithérapeute a une place que l'ostéopathe n'a pas. Oui. Et bien sûr qu'après, d'un point de vue un petit peu plus... donc je vous parlais tout à l'heure un peu de concepts sur lesquels se définissait l'ostéopathie, si on cherche à définir ce qu'est l'ostéopathie. Bien sûr que d'un point de vue conceptuel, il y a des différences aussi. Donc en fait, les différences un peu conceptuelles,
bien sûr en découlent des différences dans la prise en charge. Et en fait, la principale différence que je vois, en fait, il y en a plusieurs. La première, ça va être que le kinésithérapeute, il va être réorienté par le médecin. Je vous parlais d'intégration du kiné et de l'ostéo dans le système de santé en France. Typiquement, le kiné, il a une place qui est vraiment prédéfinie, et le médecin généraliste va reconduire son patient vers un kinésithérapeute pour tel ou tel motif de consultation. L'ostéopathe, vous pouvez y aller, toquer à sa porte, sans passer par un médecin avant. Et donc c'est ce qu'on définit, on parle de médecine de première intention. Vous pouvez aller chez l'ostéopathe sans avoir vu de médecin. Donc typiquement, nous, dans nos études, et dans la prise en charge de nos patients, on est obligé en fait de considérer le patient comme quelqu'un qui potentiellement peut avoir quelque chose de grave en fait. Oui, et donc se dire, il a pas vu de médecin, il faut que je sois en capacité de savoir si je peux le prendre en charge ou non. Parce que on est limité nous aussi. Bien sûr. Et donc il y a des motifs de consultation qu'on ne peut pas prendre en charge. Et donc ça c'est une dimension qui est, je trouve, très intéressante. Parce que le kiné, donc ça peut être plus confortable, il y a des contraintes aussi, hein, mais le médecin est déjà passé par là. Est déjà passé avant lui en fait. Oui, donc grosse responsabilité quand même sur vos épaules. Alors notamment, ouais. Oui. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, il y a d'autres différences aussi. Je sais pas, vous êtes patient, vous allez chez le kinésithérapeute, vous pouvez... Alors ça a tendance à changer. Vous pouvez aller chez le kiné, et il y aura plusieurs patients en même temps. Oui. Mais ça, parce qu'en fait, les kinés, ils peuvent rien. Je vous parlais de leur place dans le système de santé français, eux, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Pas nous. Donc nous, on peut fixer nos honoraires comme on le désire. Eux, pas. Et donc en fait, ils ont cette contrainte. Et donc, pour pouvoir gagner plus, ils sont obligés de diminuer leur temps de consultation ou de prendre différents patients en même temps. C'est comme ça. Le système est ainsi fait. Et donc eux, en fait, si vous voulez, donc nous, on va prendre un patient à la fois. Eux, ils peuvent en avoir plusieurs, mais ça, franchement, la jeune génération de kinés a tendance à y revenir un peu là-dessus, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, prendre en charge un patient à la fois, ça optimise la prise en charge. Bien sûr. Et les résultats. Et donc, aussi, le niveau de temps de consultation. Vous pouvez être plusieurs, et en fait, votre temps de consultation aussi, il est minime. Enfin, minime. Il est inférieur au temps de consultation en ostéopathie. Nous, on attend, ça varie entre 45 minutes, 1 heure. Généralement, en école, on est formé à 45 minutes, 1 heure de prise en charge. Là où les kinés, je sais plus exactement, mais faudrait vérifier, mais je crois que c'est... Enfin, je sais plus exactement. Est-ce que c'est 20 euros, il me semble, la consultation, je crois. Oui. Et en fait, on parle en demi-heure, voire un peu moins. 30 minutes, je crois. Oui, parce que, gagner 20 euros en 1 heure, vous voyez, avec un métier avec autant de responsabilités et autant d'études. Donc c'est pour ça, en fait, ils ont une place qui est assez difficile, mine de rien, les kinésithérapeutes. Et donc en fait c'est toutes ces différences, vous voyez, parce que ça en découle en fait dans la prise en charge. Moi en tant qu'ostéo, donc je vais avoir le confort d'avoir beaucoup plus de temps qu'eux. Ouais. Je vais avoir le confort d'avoir un seul patient à la fois. C'est royal pour moi. Enfin vraiment, c'est une chance. Vous voyez, c'est une chance. Donc il y a ces différences là pour la prise en charge au niveau du patient. Et après en termes de un petit peu plus médical, dans les prise en charge de pathologie, on va être un peu différent. Pour schématiser, vous allez aller aujourd'hui chez le kiné, vous faites une entorse sur un terrain de foot, ou que sais-je, vous allez voir votre médecin, il vous prescrit une radio, une imagerie, cette imagerie donne un résultat, le médecin lit ce résultat et adapte la prise en charge. Donc admettons, on a une entorse de cheville, vous passez chez le kiné, tant de séances de kiné. Et à partir de ce moment-là, en fait, le kiné va vous prendre en charge, et lui, son but, ça va être de rétablir la mobilité de la cheville. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Pas si facile, hein, mais... Voilà. Et tandis que nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de passer par un médecin. Enfin, les patients ne sont pas obligés de passer par un médecin avant. Et donc, dans les prises en charge, ça va être totalement différent, et en fait, on va avoir des pathologies qui seront un peu similaires, mais en fait, on y reviendra sans doute dans la suite du podcast, mais en fait, dans notre façon de prendre en charge le patient, ça va être, il y a des similitudes, mais il y a aussi un peu... Oui, il sera peut-être plus différent, il y a peut-être un système aussi là, avec les kinés de rééducation, alors que là, ça peut être... Ouais. Enfin oui, pour schématiser, eux, ils rééduquent. Ils font pas que ça, en l'occurrence. Hein. Bien sûr. Mais ouais, c'est ça un peu. Ouais, tout à fait.
tout à fait. Très bien. Bon, bah merci pour cette entrée en matière. On va passer à vous et votre profil. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours de formation pour devenir ostéopathe ? Alors, j'ai passé un bac ES, donc à l'époque, donc c'est quoi ? C'est les spécialités, aujourd'hui ça correspondrait à économie et maths. Économie, je crois. Oui, c'est vrai que ça a tellement changé maintenant, mais... Donc c'est ça, et après je suis sorti, en fait à ce moment-là je voulais devenir ostéopathe. D'accord. Donc depuis quand même... Voilà, au lycée, ouais. j'avais cette aspiration pour différentes raisons. Deux notamment parce que j'y voyais un peu cette perspective de médecin de famille. D'accord. Je trouvais que c'est ce qui se rapprochait un petit peu le plus de ce qui existait autrefois en tant que médecin de famille. Bref. Et donc la deuxième raison, c'était parce que j'avais consulté un ostéopathe, tout simplement. Et donc c'était vraiment une expérience. Voilà. Et donc ça m'avait plu. D'accord. Donc ça, c'était au bac. Je sors de là, vu la conjoncture en fait actuelle de l'ostéopathie, on m'avait conseillé de combiner avec la kinésithérapie. Ah, justement. On y revient, ouais. Voilà. Parce que on peut passer donc en école de kinésithérapie. Nombreux kinésithérapeutes en fait se forment ensuite à l'ostéopathie. D'accord. Tandis que l'inverse, ce n'est pas possible. Ah. On peut pas être ostéopathe, formé en ostéopathie, et ensuite aller se former en kiné. Ok. Ou du moins, il faut repartir à zéro, en fait. Là où le kiné, en fait, avec ses bases, peut ensuite, en formation parallèle, formation continue, se former à l'ostéopathie. Mais c'est pas possible dans l'autre sens. Ok. Donc voilà, c'est pour cette raison-là, et je vous parlais de la place de l'ostéo et du kiné dans le système de soins. Bah oui, l'ostéopathe est beaucoup moins reconnu, et donc par sécurité, on m'avait conseillé combiner avec la kinésithérapie. Et je me suis dit, bon, j'ai 18 ans, pourquoi pas essayer, quoi. Je ne perds rien à essayer. Et donc je suis allé en première année d'études de santé, donc à l'époque ce qu'on appelait la PACES, et donc pour essayer ce concours pour intégrer une école de kiné. Et donc j'ai pas eu ce concours-là, et donc je suis allé en fait directement en école d'ostéopathie. Ok. Tout simplement. Ah oui, donc il y a quand même une voie directe sans passer par le mais concours. En fait c'est très confortable, c'est que ce sont des écoles privées et on les intègre post-bac. Oui, donc... Et donc c'est pour ça, moi je me disais que j'avais rien à perdre de tester, quitte à rebondir ensuite. Et en fait moi je suis bien content, et c'était ma première aspiration, c'était d'être ostéo, et aujourd'hui maintenant que avec la modeste expérience que j'ai, et le recul que j'ai, je préfère être 100% ostéopathe plutôt que être double diplômé en fait. Ouais, complètement. Donc je m'y retrouve complètement et je suis très content. Ok. Bon ça a payé parce que vous avez eu votre diplôme, vous êtes ostéopathe, et donc là vous avez ouvert votre cabinet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette envie d'entrepreneuriat, pourquoi pas autre chose ? Alors je suis sorti d'école et j'ai créé mon cabinet directement à la sortie de l'école. Pour la première raison, c'est parce que je trouvais que quand on est en profession libérale, alors à la fois on exerce notre domaine d'activité, à savoir l'ostéopathie, mais on a un peu cet aspect aussi entrepreneurial. Donc vous me parliez et ça, on est très peu formé, très 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 peu formé. Et donc c'est un peu un angle mort dans la formation. Et donc je me disais, quoi qu'il arrive, en fait plus tard j'en aurais besoin. J'aurais besoin d'être formé à cet aspect-là, parce que j'aspirais pas, je sais pas, à faire des remplacements toute ma vie. Et donc je me suis dit, quitte à se former, autant le faire maintenant. Quitte à se confronter à la réalité, autant le faire maintenant. Et donc là, j'ai cette chance-là de pouvoir monter mon cabinet, et donc c'est ce que j'ai réalisé, quoi. Ok. Et donc c'est la vie d'indépendant en fait. Et donc ça c'est très chouette aussi. Ouais, vous avez vos propres règles, votre propre planning. Tout à fait, cette liberté-là. Parce qu'en fait, à la sortie d'école, on a plusieurs possibilités. On peut donc soit monter son cabinet, et donc là on dépend que de nous-mêmes, et les patients viennent pour nous, ou bien travailler en remplacement. Donc admettons, je ne sais pas, une ostéopathe qui part en congé maternité, ou un ostéopathe qui part en congé tout simplement, mais il désire que son cabinet continue à tourner, pour que les patients soient toujours pris en charge. Il fait appel à un remplaçant, et donc il y a cette possibilité-là. Et troisième possibilité, ça va être de travailler en collaboration, donc s'installer avec un autre ostéopathe, sous le régime de cet ostéopathe. C'est lui qui nous accueille dans son cabinet, et on vient travailler avec lui, en fait. Donc il y a encore un peu ce sentiment de dépendance.
Là où, en fait, lorsqu'on monte son cabinet, on monte sa propre entreprise, et là, on dépend que de nous-mêmes. Avec les bénéfices et les inconvénients qui vont avec. Hein. Bien sûr. Bien sûr, hein, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'on y reviendra aussi à la fin. Mais il y a quand même des bénéfices. Eh ben, on va rentrer aussi quand même dans votre quotidien. En quoi consistent vos missions dans votre cabinet ? Alors, en cabinet, mes missions consistent à prendre soin du patient qui vient chez moi. Tout simplement. Ça, c'est ma première mission. Prendre soin de lui. Comment ça se décompose ? Le patient, quand il vient au cabinet, il vient pour une demande. Ce qu'on appelle un motif de consultation. Oui. Et donc, moi, ma mission, ça va être ma première mission, ça va être de savoir si je peux le prendre en charge, ce patient-là. Oui, parce que vous pouvez refuser si... Mais en fait, ça ne rentre je pas. n'ai pas la formation pour pouvoir tout prendre en charge. J'ai des limites. Et donc ça, faut en avoir conscience. Il faut savoir reconduire quand il le faut. Donc typiquement au médecin généraliste, aux urgences ou que sais-je. Okay. Donc ça, c'est ma première mission. Donc elle est vraiment, c'est l'aspect sécuritaire. Et ensuite, une fois que j'ai défini le motif de consultation du patient, une fois que je peux le prendre en charge, eh bien je définis avec lui un projet thérapeutique. Je définis en fait ses attentes, ce qu'il attend de moi, pourquoi il est venu et ce qu'il attend de moi réellement. Et l'enjeu, c'est ce que je vous expliquais avec les trois concepts fondateurs de l'ostéopathie. Je viens le remettre donc dans un contexte historique, en reprenant un peu tous ses antécédents médicaux, mais même ce qui s'est passé avant, en fait. Est-ce que ce monsieur est célibataire ou pas ? Est-ce qu'il a eu donc un accident de la voie publique il y a 10 ans, ou bien est-ce qu'il a été viré de son boulot il y a 10 ans ? Ça a aussi une répercussion sur sa santé, en l'occurrence. Et donc moi, je travaille avec tous ces déterminants de la santé. Et l'idée, c'est d'accompagner, en tant que professionnel de santé, d'accompagner mon patient vers une meilleure santé. Là où, en fait, aujourd'hui, mine de rien, et pour différentes raisons, mais on a tendance, en fait, nos professionnels de santé ont tendance, en fait, à être des professionnels un peu de la maladie, vous voyez ? Oui, de régler juste le problème et pas de prendre en compte ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un peu dommage. Ouais. Et donc, moi, j'essaye, donc au quotidien, de garder cet aspect-là et de me dire, bon, je vais essayer d'accompagner mon patient vers une meilleure santé. Avec ce que je peux faire, hein. Mais, oui. Parce que je vais pas le sauver, hein. Mais donc, le soigner. Voilà, le soigner. Et pour le soigner correctement, l'idée, c'est de l'intégrer dans une équipe soignante. Parce que à une problématique, je ne pourrais pas répondre à toutes ces problématiques, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'être accompagné. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que je m'étais installé en libéral. J'ai eu la chance, en fait, d'intégrer un cabinet médical. D'accord. Un centre médical, précisément. Donc, avec une médecin généraliste et une pédiatre. C'est un exemple. Mais donc, au moins, moi, ça va me permettre de travailler, donc, typiquement avec une médecin généraliste, qui est aujourd'hui, en fait, la boussole dans le système de santé français. C'est celui qui réoriente. Donc, ça me permet de travailler avec eux. Et l'idée, si on parle de mon expérience, ça va être de développer aussi mon réseau avec d'autres professionnels de santé. J'ai la chance d'avoir 2 autres centres médicaux juste à côté de mon cabinet, avec des kinés, des podologues, etc. C'est considérer en fait le patient comme l'acteur principal de sa santé, et nous, professionnels de santé, on gravite un peu autour pour essayer de mener notre patient vers un mieux-être en fait, tout simplement. Oui, vous travaillez avec les autres professionnels pour conseiller au mieux le patient. Ouais. J'essaye de travailler avec les autres professionnels. Parce que, en fait, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi c'est pas évident ? C'est parce que la première chose, c'est qu'en études, on est formé à notre propre discipline. Oui. Et on ne sait pas trop ce que font les autres. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Donc on ressort d'études, on ne sait pas ce que font les autres professionnels de santé. Donc on aspire à travailler avec les autres, parce qu'on sait que pour notre patient c'est mieux, mais en fait on sait pas ce qu'ils font. Donc à partir de ce moment-là, comment on règle le problème ? Et donc c'est pour ça, moi j'essaye d'aller observer un petit peu d'autres professionnels de santé. Typiquement, gentiment là, j'ai un copain qui est allé chez une chiropractrice, un chiropracteur, et donc je l'ai accompagné pour voir un peu comment il travaillait. Et là, je sais que je vais aller voir observer donc une personne qui travaille avec le MDR. Ah oui, c'est technique. Ouais. Pour moi, c'est une technique, mais donc je me renseigne un petit peu sur ce que c'est, mais fondamentalement, je ne sais pas ce que c'est et quels sont en fait quand est-ce il faut orienter vers le MDR, quand est-ce qu'il faut pas, quelles sont les limites, les avantages, les inconvénients. Bref, et donc moi, j'essaye de
par moi-même. Oui, de vous intéresser à Ah ouais, tout d'aller ce qui se chercher fait en fait à ce qui se fait. Et ça s'est passé, donc là je vous parle de cette expérience-là en allant dans les cabinets, mais c'est aussi en échangeant avec d'autres professionnels de santé. Et ça c'est d'autres aspects où j'ai la chance de pouvoir en fait, que ce soit j'ai fait un travail de recherche auprès de personnel soignant, auprès du personnel d'annonce précisément, en cancérologie. Okay. Et donc là j'ai pu aller découvrir un peu je m'intéressais au vécu de ce personnel d'annonce. Et donc j'ai rencontré infirmières, psychologues, médecins, chefs de service, où j'allais investir en fait leur vécu. Et donc moi ça me permettait aussi de mieux connaître, donc c'est ce que je vous disais, leur vécu, mais donc leur façon de travailler, quelles sont leurs limites, et d'en connaître un peu plus, quoi. Oui, ça vous aide aussi dans votre pratique au quotidien. Ça m'aide dans ma pratique au quotidien pour pouvoir mieux aider les patients. Complètement. Ouais, tout à fait. Par exemple, durant une consultation, est-ce que vous êtes amené à manipuler systématiquement les patients ? Parce qu'on a souvent un peu cette idée reçue d'aller chez l'ostéopathe pour se faire craquer un peu dans tous les sens. Est-ce que vous avez cette manipulation systématique ou pas ? Ah oui, c'est intéressant. D'un point de vue un peu plus pragmatique, comment on prend en charge les patients ? On a différents outils en fait dans notre boîte à outils. Et l'idée, ça va être de sortir l'outil le plus adapté à chaque patient. Parce que on repart en fait de cette première considération que de se dire, le patient que je reçois, il est différent du précédent, il sera différent du suivant. Et on vient vraiment chercher cette singularité du patient. On travaille avec la singularité des gens. Et donc, dans notre façon de prendre en charge les gens, d'un point de vue de nos techniques, de notre traitement, c'est pareil, en fait, on va adapter notre traitement en fonction de différents facteurs du patient. Et donc, on parlait de techniques structurelles, donc avec ce fameux crack qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, du reste. Notamment, ouais. C'est une technique comme une autre. Okay. C'est une simple technique comme une autre, qui va être adaptée à certains patients et qui ne va pas être adaptée à d'autres patients. D'accord. Un patient qui a une fracture au niveau d'une vertèbre, ou un patient qui a de l'ostéoporose, c'est le genre de technique qu'on lui fera pas, en fait. Parce que d'un point de vue sécurité, ce sera pas adapté. Donc c'est contre-indiqué. Et même, en fait, pour d'autres patients pour lesquels on n'aurait pas cet empêchement, parfois on le fait pas parce qu'il y a d'autres techniques qui sont plus efficaces. C'est pour ça aussi, c'est ce qu'on constate, les gens vont beaucoup chez l'ostéopathe, et c'est très bien. Les Français vont beaucoup chez l'ostéopathe, et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a une grande diversité de prise en charge. On le voit, d'un ostéopathe à l'autre, ça peut être complètement différent. Ouais. Et en fait, ça dépend il y a deux facteurs, ça dépend de la sensibilité de l'ostéopathe, et ça dépend de la sensibilité du patient. Et donc c'est pour ça que moi je me suis efforcé à me dire pendant mes études, je dois essayer de m'oublier, il faut pas que je prenne en compte ma propre sensibilité. Donc il faut que je me forme à toutes les techniques, que j'essaye de tout maîtriser, ce qui est impossible, c'est de la théorie, mais pour pouvoir mieux m'adapter au patient. Et en fait, en fonction de la demande du patient, je sortirai tel ou tel outil. Oui, en fonction de... Complètement. Ouais. Complètement. Ok. C'est une très bonne transition pour la suite. Comment vous définiriez-vous votre rapport avec les patients ? Est-ce que vous avez un rôle particulier auprès d'eux ? Alors mon rôle, ça va être de prendre soin d'eux. Comment je vais faire ça ? Mon rapport, on parle beaucoup en fait dans le domaine médical, on parle beaucoup d'alliance thérapeutique. Donc c'est vraiment cette relation entre le soignant et le soigné. Et donc ça, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, et c'est très très intéressant, cette relation entre le soignant et le soigné, parce que il y a plusieurs dimensions. L'un a une blouse, l'autre n'a pas de blouse, l'un a mal et l'autre pas, l'un est censé faire du bien à l'autre, l'un est même censé guérir l'autre, parfois on parle de guérison. Donc en fait il y a cette dimension où il y a différents facteurs et qui jouent dans cette relation entre le soignant et le soigné, et en fait elle est très très belle cette relation. Comment on fonctionne ? Moi je vais en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est cette notion un peu d'empathie, où on vient essayer de se confondre et de se mêler en fait à l'histoire et à la personnalité de notre patient, pour pouvoir mieux le prendre en charge. Et donc ça va passer par la compréhension de l'autre, essayer de mieux le comprendre pour pouvoir mieux répondre à ce qu'il désire, chercher à mieux le comprendre pour pouvoir l'accompagner vers une meilleure santé. Donc l'alliance thérapeutique, après ça repose sur pas mal de choses, mais au-delà de ça, en fait, de cette relation soignant-soigné qu'ont tous les soignants, nous on a une
particularité en ostéopathie, c'est qu'on vient toucher nos patients, pardon. Oui, c'est vrai. On est des soignants qui touchons nos patients. Et en fait, cette dimension du toucher, elle est vertigineuse. Oui, parce qu'on rentre vraiment dans l'espace de l'autre. On rentre vraiment dans cette notion d'espace, où en effet, on est dans un espace d'intimité en fait avec l'autre. Et en fait, cette dimension-là, elle est splendide. Et nous, en fait, on l'utilise aussi dans notre, pour la thérapeutique en fait, pour que le patient aille mieux, on utilise ça aussi. Et c'est un élément qu'on prend en compte. Et en fait, ce toucher, vous savez, on parle parfois en termes de sensibilité, on dit j'ai été touché par quelque chose. Oui. Ah ça m'a touché. Et ouais, c'est significatif mine de rien que de dire ça. Et nous, en fait, on passe notre quotidien à toucher les gens au sens propre. Ouais, c'est vraiment littéral. Ouais. Et sauf que derrière le sens littéral se cache aussi le sens figuré en fait. Et on est là pour toucher nos patients. Non, et l'idée, après c'est pas seulement les toucher pour les toucher, hein, faut toujours remettre ce contexte et cette finalité du toucher. Mais ouais, c'est une dimension très très forte. Je vois, il y a de nombreux patients qui je suis allé chez mon médecin, il m'a même pas touché, même pas regardé. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Ouais. Il m'a pas pris ma attention. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Mais ouais, le toucher, on sait qu'en thérapeutique aujourd'hui, en fait, juste de toucher quelqu'un, ça lui fait du bien. Ça diminue sa douleur. Juste que de toucher la zone douloureuse. C'est très lié avec un peu aussi, je pense, les idées reçues sur le fait qu'on aille chez le médecin et qu'il doit avoir une manipulation. Mais c'est bien de déconstruire ça, je trouve. Tout à fait. Ouais. Et donc c'est pour ça, ce métier, et ça c'est une grosse singularité de ce métier-là. Hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure avec la différence avec la kiné ou avec la médecine actuelle. C'est que nous on vient toucher nos patients. Au-delà du temps qu'on passe avec eux, on vient les toucher et mine de rien, c'est pas anodin quoi. Ouais. C'est vraiment pas anodin. Parce que le kiné, ils font un peu de thérapie manuelle aussi par moment, suivant leur prise en charge. Hein. Je rebondis sur la question de tout à l'heure. Ils vont aussi utiliser des instruments. Oui, c'est vrai. En fait, beaucoup. Parce que ça peut être très très efficace dans certains moments, hein, et pour certaines pathologies, certaines prises en charge. Nous, on n'utilise que nos mains. Ouais. Et en fait, c'est une dimension qui est splendide, je trouve, dans ce métier, c'est que, en fait, on utilise seulement nos 5 sens. Nos outils sont nos 5 sens. Et donc c'est très primaire. C'est très très primaire. Il y a quand même, pour le coup, là, une vraie différence avec la kiné, comme on a pu se le dire au début. Ouais, tout à fait. Oui. Ouais, complètement. Et donc, en fait, c'est assez chouette, parce qu'en fait, pour essayer d'être meilleur ostéopathe, je pense qu'il faut essayer de développer, tout simplement, ces 5 sens, quoi. Ouais. C'est génial. Bon, alors, tout à l'heure aussi, vous m'aviez un peu évoqué ce que vous aimiez dans votre métier. Est-ce qu'on peut y revenir et puis aussi parler des inconvénients? Bien sûr. Et là, on vient de finir je pense, sur un gros atout de notre métier qu'est le toucher. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier aussi, c'est la dimension du soin, on n'a pas fini de l'investiguer, cette notion. Prendre soin de l'autre, je pense que c'est un puissant fond. Et on pourra jamais réussir à très bien prendre soin de l'autre. C'est quand même, c'est très compliqué et c'est génial. Je pense que c'est le travail d'une vie en fait que de prendre soin de quelqu'un d'autre, pouvoir bien prendre soin de quelqu'un d'autre. Et en fait, je dis de quelqu'un d'autre en fait, de cette altérité et souvent en fait qu'on ne connaît pas. La personne qui pousse la porte de notre cabinet, on ne la connaît pas et on a 1 heure, on a chance elle nous accorde 1 heure de son temps. Et l'idée c'est en 1 heure essayer de comprendre un maximum de choses sur notre patient pour pouvoir l'accompagner au mieux quoi. Et donc cette dimension du soin, elle est un peu vertigineuse aussi parce que il faut avoir cette prétention de se dire je vais apporter quelque chose à l'autre. Ouais, mais c'est pas une prétention, je trouve, mais c'est se dire j'ai quand même des atouts pour pouvoir faire du bien à l'autre. Faut avoir cette prétention là de départ quand même. C'est délicat. Donc bref, ça oblige en fait cette dimension du soin, elle l'oblige et c'est ça qui est très chouette. D'autres avantages là, si on parle de la vie de cabinet, on est obligé de se remettre en question tout le temps pour être meilleur à chaque fois. Donc il y a vraiment ce travail d'introspection qui peut être très délicat aussi. Hein. Ça oblige à être meilleur à chaque fois. Et en fait, chaque patient est différent et donc systématiquement, on est confronté à un nouveau problème. J'allais dire qu'il faut résoudre, ça peut être un peu simpliste parce que la nature humaine est bien plus complexe qu'un Cluedo ou que ce genre de choses. Mais c'est un peu ça. Et ça, c'est très très chouette aussi. C'est un avantage pour vous.
Ah ouais. Oui. Ouais. Enfin, c'est splendide. En fait, il y a pas deux journées qui sont pareilles. Et il y a pas deux consultations qui sont similaires. Pour la même plainte, pour le même motif de consultation, on a deux personnes différentes. Et donc en fait, la plainte, elle va se manifester de façon différente. Dans le quotidien de notre patient, la répercussion sera pas la même en fait, d'un patient à un autre. Et donc pour la prendre en charge, au mieux possible, et ben en fait on va individualiser ça. Et donc notre prise en charge, elle sera différente entre le patient de 10 heures et le patient de 11 heures. Quand bien même ils ont la même problématique. Ouais. Et donc c'est très très chouette. Ouais, c'est très très chouette. Et donc je vous parlais de cette remise en question, ça nous permet en fait d'apprendre tout le temps. Et donc apprendre, c'est quoi? Ça va être de la théorie, apprendre, je sais pas, l'anatomie, la physiologie, la sémiologie, parce que oui, on est attendu là-dessus. On a quand même une responsabilité. Mais apprendre aussi sur la psychologie humaine, en fait. Apprendre sur la nature humaine. Et c'est un puissant fond. Donc ça, on n'a pas terminé. Donc c'est chouette, en fait, d'investiguer des gouffres on ne connaît pas la fin, quoi. On sait pas jusqu'où on va, donc c'est chouette. Pour les limites, parce que vous me posiez cette question aussi, les limites de mon quotidien. Je dirais qu'aujourd'hui, première limite de mon quotidien, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Enfin, tout bêtement, moi je dirais que c'est la paperasse pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça va avec son lot d'administratif. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas formé à ça. On a été très peu formés, on a eu quelques petites notions, mais en fait, à l'époque, c'est des notions qui nous intéressent pas, donc on préfère s'intéresser à d'autres matières, consolider d'autres matières plutôt que la gestion de cabinet, la comptabilité, ça n'est pas mon domaine. Ouais. Enfin, donc, mais bon, c'est sympa, ça nous permet de découvrir d'autres choses. Hein. C'est toujours cette curiosité, hein. Faut essayer d'être curieux, hein. Mais quand bien même, c'est un peu compliqué parfois. Donc c'est cette notion de gestion de cabinet qui est un peu délicate, mais bon, je pense qu'on s'y fait au fur et à mesure. Et après, une autre limite, je dirais que ce serait nos propres limites, en fait. Ce qui est délicat, c'est d'avoir conscience de nos propres limites. Et je pense que pour pouvoir bien prendre en charge quelqu'un, il faut avoir conscience de ses propres limites. Donc déjà, il y a un travail d'analyse, et ensuite, une fois cette analyse faite, il faut les considérer, ses propres limites. Et en fait, c'est un peu délicat. Il faut se dire, bah ouais, là-dessus... Mais c'est génial comme travail. C'est un combat un peu aussi avec soi-même, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ah oui, parce qu'on est tout seul en cabinet. Hein. Enfin, ah oui. On parlait d'interdisciplinarité tout à l'heure, travailler avec les autres. Ouais, on est un peu tout seul. Après, on fait équipe avec le patient. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. On est à la fois tout seul, mais on n'est jamais seul. Hein. Oui, et puis après, vous pouvez aussi avoir des conseils des confrères ou... Tout à fait. S'il faut, mais oui. Tout à fait. Et ça, moi, je sais que j'ai de la chance parce que j'ai commencé un peu d'enseignement. Et en fait, cette chance-là, c'est l'aspect de l'enseignement. Et moi, ça, c'est une de mes grosses... on parlait de ce qui me plaisait dans mon quotidien. Ça me plaît beaucoup que de transmettre ce que j'ai reçu. Oui, la transmission. Par l'enseignement, c'est splendide. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça permet d'échanger aussi avec d'autres confrères. Et oui, ça, c'est très agréable, quoi. Bien, bah, merci pour tout ce retour d'expérience. Peut-être que pour conclure, vous avez des conseils à donner aux étudiants ou aux futurs professionnels qui aimeraient faire de l'ostéopathie. C'est délicat, ça. Quels conseils je pourrais donner aux étudiants? Je pense que un étudiant qui s'intéresse un petit peu à l'ostéopathie ou même en fait à la santé tout court, hein, parce que je pense que c'est compliqué que d'avoir conscience quand on s'intéresse un peu à ça. Je pense qu'on est plus attiré par prendre soin de l'autre. Souvent, c'est les premières motivations. On dit, ouais, comment je peux aider l'autre, en fait. Et quel conseil je pourrais donner, c'est de se renseigner, en fait, et essayer d'aller regarder un petit peu les particularités qu'il y a entre chaque métier. Parce que, en fait, on a des professions qui sont quand même bien différentes. On prend en charge le patient de manière bien différente. Et chaque métier a un peu sa particularité. Et bien souvent, ce sont des particularités qui sont très très chouette. Donc la première chose, j'aurais tendance à dire renseignez-vous. Et donc ça peut être par la lecture, ça peut être par l'écoute de podcasts typiquement. Enfin, et là on est sur un très bon sujet par exemple. Hein. Je vous conseille d'écouter les autres podcasts de voix de soignants, parce qu'il y a eu d'autres professionnels de santé. Et en fait ça permet de connaître un petit peu ce que font les autres. Et ça peut être aussi, je pense qu'il faut pas se réduire. Je sais pas si c'est intéressant de dire ça, mais faut pas se réduire aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à ne vivre un peu qu'avec ça, à se renseigner qu'avec ça. Mais non, essayez de découvrir d'autres univers, parce que en fait, dans le monde de la santé, ce sera que ça. Tous les jours, ce sera ça, et développer votre curiosité, en fait. Parce que si vous voulez prendre soin des autres, faut être curieux, il faut aller chercher dans de nombreuses disciplines, parce que la nature humaine, en fait, elle est très complexe.
Il faut aller chercher, faut aller tirer dans tous les coins, en fait. Que ce soit en philosophie, que ce soit en éthique, que ce soit, enfin, dans de nombreux domaines. Et donc, développez votre curiosité, quoi. Et n'hésitez pas. Et donc, pour ça, ouais, ça passe par là. Et après, donc, la curiosité, je pourrais parler aussi de l'empathie, développer votre empathie, votre amour de l'autre, en fait, de la différence. Je parlais d'altérité tout à l'heure, mais en fait, c'est prendre conscience que l'autre, en fait, il va vous apporter beaucoup et vous avez beaucoup de choses à apprendre de l'autre, de quelqu'un qui pense différemment de vous, de quelqu'un qui est différent, qui a pas la même éducation, etc. Nourrissez-vous de tout ça, parce que vous en aurez besoin, et au cabinet, vous aurez pas que des gens comme vous, sinon c'est pas intéressant, et c'est pas à ces gens-là que vous pourrez apporter grand-chose. Je pense que c'est de l'altérité qu'on grandit, et nourrissez aussi votre nuance. Je pense qu'on est de plus en plus polarisé dans nos avis. Cultivez votre nuance, quoi. Et donc tout ça, un conseil, c'est la lecture. Hein. Pour ça, je pense que typiquement, faut pas hésiter. Mais n'importe quel bouquin, la littérature française, mais tout en fait. Parce que là, je prends encore l'exemple d'un bouquin là que je suis en train de lire. Mais typiquement, en fait, on investigue la nature humaine en littérature. Et c'est très chouette. Plutôt que en fait, on gagne des années d'expérience. Donc lisez. Se renseigner, il faut lire et puis ouvrir ses chakras à d'autres professions, pas rester... Complètement. Et pour ça peut être aussi aller en cabinet, en fait, demander aux professionnels. Oui, d'aller... Je sais pas, votre médecin généraliste, est-ce que je pourrais passer une demi-journée avec vous? Avec votre ostéopathe, passer une demi-journée avec vous. Ils vous accueilleront bien souvent avec... ils vous ouvriront la porte, et au moins, vous pourrez découvrir, en fait, ce qu'ils font. Donc, d'un point de vue vraiment empirique, vous allez vraiment découvrir. Et après, vous aurez des moments d'échange avec eux. Ok. Bon merci beaucoup pour tous ces conseils et votre retour d'expérience. Merci à vous pour votre accueil. Avec plaisir. Si en tout cas vous avez besoin d'un ostéopathe, Amaury sera là pour vous. On n'a pas donné vous avez le nom de votre cabinet? Je pratique à Marseille, dans le 12e arrondissement. D'accord. Et alors tous ceux qui sont de cette région, n'hésitez pas à aller le voir. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.